Et c'est parti. Je suis très content de vous voir connecté pour notre 11e midi conférence en sécurité alimentaire. Ça va super vite. Comme vous le savez, cette plateforme, c'est mettre en lumière donc, tout ce qui est comme stratégie, les initiatives, les solutions intéressantes, des recherches aussi, des résultats de recherche intéressants pour justement améliorer la sécurité alimentaire, tant au niveau très local, national qu'international. Alors, donc, en gros, pour chaque session, on a comme 3 moments. Donc, dans un premier temps, justement, notre personne conférencière présente en 30-40 minutes sur la thématique. Après, on a un temps de discussion, échange, commentaires, questions. Et finalement, la troisième partie consiste à faire ressortir finalement les messages clés de la session. On est vraiment dans une logique aussi d'apprentissage, de transfert aussi de connaissances. Fait que, en termes de profil, c'est très varié. Oui, il y a des gens qui sont très experts, mais il y a aussi des gens qui ont vraiment de l'intérêt par rapport à la sécurité alimentaire. Alors, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir notre cher Jean-Martin, que j'ai eu le plaisir de le rencontrer en septembre 2023. Ça va vite. Lors de son passage à Québec, justement, à ce moment, il était le directeur pays du PAM en Haïti. Alors, il est diplômé de Harvard Kennedy School, actuellement le directeur de l'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition au programme alimentaire mondial basé à Rome. Mais avant, il a été aussi directeur pays au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Et l'été dernier, il a publié son livre. Puis j'ai vu dans les nouvelles que tu as eu le prix euh, Zocalo, je ne sais pas si je prononce bien Zocalo Book Prize. Bravo, félicitations. C'est très inspirant. Dans le chat, j'ai mis le lien pour accéder au livre. Donc, c'est vraiment tout un honneur pour nous de t'accueillir donc à ce 11e midi conférence. Justement, la thématique, je pense qu'elle est tout à fait à propos et très actuelle par rapport à tout ce qui se passe au niveau mondial. Donc, aujourd'hui, on va justement regarder les tendances justement de l'insécurité alimentaire au niveau mondial avec Jean-Martin Boer. Alors, comme je l'ai dit, juste quelques consignes avant d'aller plus loin. Si vous pouvez garder vos micros fermés pendant sa présentation, ce serait bien, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour mettre vos questions. Donc, c'est sûr qu'on aura dans un deuxième temps, on va revenir sur ces questions-là. Et puis, si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à nous dire où est-ce que vous vous trouvez actuellement. Moi, je suis à Québec, dans la ville de Québec. Juste le dire dans le chat. Et puis, je pense que tranquillement, on a un beau temps aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous vous trouvez présentement. Ça nous fera plaisir de vous faire un coucou. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à notre invité, à notre conférencier, Jean-Martin. Et puis, je vous souhaite une très bonne session et au plaisir de poursuivre cette session avec vous. Donc, je vais arrêter mon partage. Et la parole est à toi, Jean-Martin. Merci, Elie. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui pour cette séance sur l'insécurité alimentaire aiguë. C'est toujours un plaisir d'être là avec les collègues de Laval. Vous êtes une université avec un rayonnement international. Vous avez des collaborations avec les Nations Unies. Et je sais qu'après avoir eu une première séance avec vous, j'ai aussi pu avoir des discussions assez intéressantes avec les collègues de Laval. Donc, le plaisir est vraiment pour moi. Ce que je vais essayer de faire, et je vais partager mon écran, c'est de vous dresser un panorama de l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Je vais... alors, je vais essayer de retrouver ma présentation. On y va. Vous me confirmez que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, d'accord.
Et ce que je voudrais vous dire, c'est que l'insécurité alimentaire aiguë, malheureusement, est un phénomène qui me préoccupe beaucoup, qui continue malheureusement à persister à des niveaux trop élevés. Et j'aimerais nous inviter tous, par l'intermédiaire de cette présentation, à y réfléchir et à réfléchir aux moyens d'action. L'insécurité alimentaire aiguë, c'est important de commencer par des définitions. Je pense que c'est un phénomène qui n'est pas toujours suffisamment maîtrisé. On entend parler d'insécurité alimentaire, de faim, de malnutrition. Ça, ce sont des choses qui sont liées, hein, mais je voudrais vraiment qu'on parle d'insécurité alimentaire aiguë aujourd'hui. Pour aller au plus simple, l'insécurité alimentaire aiguë, c'est une forme d'insécurité alimentaire qui peut tuer, pour être très clair. On parle de personnes qui sont à risque dont les vies sont en jeu quand elles entrent dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë, et c'est très important de le comprendre. On peut faire la distinction entre l'insécurité alimentaire aiguë et l'insécurité alimentaire chronique. L'insécurité alimentaire chronique, c'est une faim qui limite le développement d'une personne ou d'une communauté ou d'une famille. L'insécurité alimentaire aiguë, c'est vraiment une forme d'insécurité alimentaire qui menace la vie même des personnes qui sont exposées. Et ce que j'ai à l'écran, donc c'est le système que nous utilisons au niveau international pour parler d'insécurité alimentaire aiguë. C'est un système qu'on appelle l'IPC. C'est l'analyse intégrée des phases de la sécurité alimentaire. C'est un système où il y a 5 phases, à 5 points. Donc la phase 1, c'est pas d'insécurité alimentaire, donc c'est la couleur verte. On a un protocole cartographique que vous verrez dans cette présentation. Quand vous voyez une zone en verte sur la carte, c'est qu'il y a une phase 1, donc aucune insécurité alimentaire ou un niveau minimal d'insécurité alimentaire. Numéro 2, c'est un stress. Ces 2 premières phrases, ce sont des phases où il faut appuyer le développement des systèmes alimentaires. On passe ensuite à la phase 3. La phase 3, elle est définie comme étant une crise. La phase 4, c'est la phase d'urgence, et la phase 5, c'est une phase de catastrophe. Il faut comprendre que dans les phases 4 et 5, on commence à avoir une augmentation de la mortalité. Et à la phase 5, c'est une situation qui est hors de contrôle. Et il y a très peu d'endroits dans le monde où il y a la phase 5, et on en parlera en plus de détails. Mais si suffisamment de personnes sont en phase 5, et selon les conditions, une famine peut être déclarée. Une famine, c'est le stade le plus extrême de l'insécurité alimentaire aiguë. Ça n'arrive que dans de rares cas au niveau international. Et je reviendrai là-dessus dans la présentation. Donc, ce protocole que je vous présente, ça s'appelle cet IPC, c'est notre cadre de référence. Ce cadre existe depuis l'année 2006. Il est établi par un consortium d'agences des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales et d'autres organisations internationales. Et c'est vraiment notre référentiel à tous. Avant ce système, donc il y a plus de 20 ans, on n'avait pas cette compréhension aussi précise et ces définitions communes de l'insécurité alimentaire. Donc, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont les tendances de l'insécurité alimentaire aiguë au niveau international? Une fois qu'on a vu ce que c'est. Donc, voici les tendances, et c'est pour cela que je vous disais en début de conférence que je suis inquiet. Car l'insécurité alimentaire dans le monde, comme vous le voyez, elle connaît une augmentation. Vous voyez qu'en 2019, on était à 135 millions de personnes définies comme étant en insécurité alimentaire aiguë. Ce chiffre a doublé en 2020 avec la pandémie. Il a continué à augmenter à cause du conflit en Ukraine qui a entraîné une augmentation du coût de la vie dans de nombreux pays. Et nous sommes arrivés à un niveau très élevé, donc entre 330, 340, 350 millions de personnes. Nous sommes à ce niveau-là depuis 2022 environ. Ce qui est intéressant dans cette diapositive, ce n'est pas uniquement les grandes étapes. Donc, j'ai parlé de la pandémie, du conflit en Ukraine, mais aussi l'année dernière, cette crise au Soudan et à Gaza qui ont alimenté cette crise alimentaire qu'on peut qualifier de globale.
Ce qui est aussi intéressant, c'est que la couverture des systèmes a augmenté en réponse à la pandémie. Donc en 2020, il y avait 79 pays couverts par les chiffres que je vous présente. Une augmentation de 55 en 2019. Mais depuis 2020, avec un nombre à peu près stable de pays couverts, on a cette augmentation, cette forte augmentation de l'insécurité alimentaire aiguë. Ce qui se passe, c'est que vous voyez qu'on a aussi une réponse au phénomène d'insécurité alimentaire, et ce qui est représenté sur le plan graphique ici, c'est la réponse du PAM. On couvrait environ 97 millions de bénéficiaires par année avec une assistance alimentaire. Ce chiffre a connu une augmentation jusqu'en 2022, où on a atteint 160 millions de bénéficiaires, et depuis 2022, ce chiffre est en régression. Nous avons en 2024 touché 122 millions de bénéficiaires. Et si vous regardez le rapport entre le nombre de bénéficiaires atteints et le nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë dans le monde, vous comprenez qu'il y a un gap, il y a une différence, il y a un défi. Car on est à une différence de plus de 200 millions de personnes l'année dernière, alors que la différence était de 40 millions de personnes à peu près en 2019. Le niveau de ressources disponibles pour les réponses à ce problème d'insécurité alimentaire est en diminution depuis 2022, et cela rend les réponses plus difficiles, et cela fait que le PAM n'est plus en situation de répondre à cette situation malgré son aggravation. Donc les besoins ont augmenté. Les financements, eux, n'ont pas suivi. Les financements pour répondre à l'insécurité alimentaire aiguë dans le monde sont revenus à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Par contre, les besoins ne sont pas revenus à leur niveau d'avant la pandémie. Ils sont restés à des niveaux très élevés, d'ailleurs à des niveaux qu'on n'avait pas vus avant. Donc, essayons de regarder en plus de détails ce qui se passe au niveau de ce phénomène inquiétant. Je vous avais parlé de l'IPC5, qui est la phase la plus grave, la plus sévère de l'insécurité alimentaire dans le monde. Il y avait en 2019, donc avant la pandémie, que 85 000 personnes qui étaient en phase IPC5. L'an dernier, et c'était des gens d'ailleurs qui étaient au Yémen et au Soudan du Sud, l'an dernier, on a fini l'année 2024 avec 1,95 million, enfin pratiquement 2 millions de personnes en situation d'IPC5. Donc le nombre a été augmenté par 20 juste en quelques années. Et ça, c'est notamment à cause de la situation à Gaza, au Soudan, et à eux deux, c'est l'essentiel de cet effectif. Mais il y a aussi des populations en IPC5 dans d'autres pays. Et donc de deux pays qui avaient des populations en IPC5 il y a 6 ans, nous sommes maintenant à 5 avec des populations en IPC5. L'IPC5 est relativement rare dans notre jargon. C'est vraiment quand on est dans une situation exacerbée d'insécurité alimentaire qu'on a des IPC5. Malheureusement, ça devient plus fréquent et plus de personnes sont touchées. Les situations de famine qui sont rarement déclarées par le système de l'IPC. La première était une famine en Somalie en 2012. Il y a ensuite eu une famine au Soudan du Sud en 2017. De nouveau, il y a eu un problème au Soudan du Sud en 2020. Il y a eu une situation de quasi-famine à Gaza. Et il y a eu le Soudan l'an dernier. Donc, c'est vous dire qu'il n'y a que très, très rarement des famines qui sont déclarées. C'est un mot qu'on utilise avec beaucoup de précautions, car il a une définition scientifique, mais on voit que ça devient de plus en plus récurrent. Et je vous invite à considérer le paradoxe. Nous sommes dans un monde où il y a plus de ressources que jamais. Nous sommes, en termes de revenus global, de production globale, à des niveaux records, malgré les incertitudes économiques actuelles. Mais la famine devient plus fréquente sur les 20 dernières années. L'insécurité alimentaire aiguë, elle augmente au cours des dernières années. Et quelque part, ça représente notre incapacité à répondre à un problème plutôt fondamental. On continue l'exploration des chiffres. Donc, où est-ce qu'elle se trouve, cette insécurité alimentaire au niveau géographique? Cette carte vous montre que c'est un problème qui est connu dans les zones arides des tropiques, mais pas uniquement. On a aussi l'insécurité alimentaire dans d'autres zones, notamment à cause des conflits.
Mais les pays avec les plus grands effectifs d'insécurité alimentaire aiguë sont le Soudan, l'Éthiopie, vous voyez la République démocratique du Congo, le Yémen, l'Afghanistan, le Nigeria. C'est là où on a des effectifs très élevés, mais aussi au Myanmar, au Pakistan, en Syrie. On a des chiffres un peu moins élevés dans d'autres zones, mais ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des pays qui ne sont pas vulnérables, car si on regarde en pourcentage, on a aussi des chiffres relativement élevés, donc notamment au Sud-Soudan, que vous voyez qui fait partie de ce groupe de pays africains avec des taux d'insécurité alimentaire élevés. Mais ce n'est pas une particularité africaine. En Amérique centrale, il y a des taux d'insécurité alimentaire aiguë relativement élevés dans le cas du Honduras, en Haïti évidemment, et aussi dans certaines géographies du Moyen-Orient. Tous ces chiffres sont tirés d'analyses que réalise pas que le PAM, mais aussi on travaille de très près avec le gouvernement, avec les autres agences des Nations Unies, avec tout un groupe de partenaires. Je vous ai parlé de l'IPC. Donc, il y a un dispositif robuste qui nous permet de faire le suivi de cette insécurité alimentaire. Et donc, vous aurez deviné quels sont juste en regardant les pays, vous devinez les causes de l'insécurité alimentaire. Le conflit est une des grandes causes de l'insécurité alimentaire aiguë au jour d'aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres phénomènes qui sont en jeu. Là où vous voyez des points sur cette carte, ce sont les pays avec les réfugiés. Et on a des populations réfugiées en forte vulnérabilité dans de nombreux cas, notamment émanant du Soudan, émanant de la Syrie et également les migrants issus du Venezuela. Toutes celles-là sont des populations vulnérables d'intérêt pour le PAM et l'ensemble des partenaires humanitaires. J'aimerais maintenant essayer d'explorer pourquoi on a ces tendances d'insécurité alimentaire aiguë en dégradation et pourquoi est-ce qu'on a ces pays-là dans les situations de vulnérabilité. Je vais peut-être revenir sur ces tendances un petit peu plus tard dans la présentation, mais vous avez trois causes. Il y a les conflits, l'insécurité, il y a les dynamiques économiques, mais aussi la crise climatique qui sont en jeu. Ce sont les trois causes principales. Vous avez vu sur la carte qu'il y a un nombre important de pays en conflit qui sont parmi les pays avec les plus forts taux, les plus forts effectifs et les plus forts taux d'insécurité alimentaire. C'est la cause numéro 1 de l'insécurité alimentaire aiguë au niveau mondial. Et les tendances sont plutôt inquiétantes. Ce que ce graphe vous montre, c'est les conflits depuis 1946. Et il vous montre depuis 1946 le nombre de conflits armés étatiques. Vous voyez que globalement, il y a une tendance de l'augmentation des conflits, notamment après la fin de la guerre froide, une baisse entre la fin de la guerre froide et on va dire les années 2014, et puis une forte augmentation. On a une forte augmentation des conflits depuis, si vous voulez, ici, ça correspond à peu près au printemps arabe. Vous vous souvenez qu'il y a eu, à partir de 2011, la guerre en Syrie, il y a eu une guerre en Libye, le déclenchement d'une guerre au Yémen juste après. Et tout cela a eu un impact important sur l'insécurité alimentaire. Mais la multiplication des conflits depuis, on va dire, les 10-12 dernières années sont un facteur important dans l'augmentation de l'insécurité alimentaire. Donc, ces conflits sont souvent internes, mais ils deviennent aussi internationaux. La crise en Ukraine elle-même a eu un impact important sur l'insécurité alimentaire aiguë. Le bassin de la mer Noire étant une des sources principales d'approvisionnement en blé du monde. Il y a une déstabilisation des marchés agricoles. Il y a aussi une grande dépendance vis-à-vis des oléagineux en provenance du bassin de la mer Noire. Et ça a eu des impacts sur tous les pays. En 2022, j'étais en Haïti et il y avait, en Haïti, qui est lui-même un pays fragile, il y avait dans les rues des personnes qui manifestaient à cause de ce qu'ils appelaient la vie chère. Et donc, ces crises sont liées entre elles. Et une crise au niveau d'un bassin mondial de production alimentaire comme l'Ukraine a eu des répercussions sur l'insécurité alimentaire à l'autre bout du monde, donc dans les Caraïbes. Et donc, ces crises sont liées entre elles, ces conflits et cette insécurité alimentaire que je vous ai présenté. Si on regarde les facteurs économiques, on a aussi eu énormément de défis économiques. On a
une inflation alimentaire supérieure à 100% dans une trentaine de pays, et y compris quelques pays où elle est supérieure à 500%. Et ce sont des chiffres qu'on a du mal à imaginer. Au Canada, on se plaint certainement de l'inflation actuellement, de l'inflation alimentaire. On en a beaucoup parlé aux États-Unis, notamment au moment de la dernière élection, parce qu'il y avait une inflation qui était à 3, 4, 5%. C'est vrai que juste après l'invasion de l'Ukraine, il y avait eu 10% pendant une année aux États-Unis. Imaginez l'augmentation d'un panier alimentaire de 500% en un an. C'est tout à fait autre chose et c'est extrêmement déstabilisant. Et ces facteurs-là jouent aussi un rôle très important dans l'insécurité alimentaire. Il faut savoir que la production agricole dans le monde n'est pas le facteur limitant pour l'insécurité alimentaire. La production, elle est, y compris avec des scénarios relativement négatifs sur le changement climatique, les experts disent qu'il y aura assez à manger pour nourrir tout le monde. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des facteurs politiques, comme les guerres, et on a parlé de cette guerre en Ukraine qui a perturbé les approvisionnements du monde entier, et ce sont ces facteurs-là qui font que cette abondante production agricole n'arrive pas à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et donc, on doit beaucoup parler d'accès, y compris d'accès économique à une alimentation saine. Et les facteurs économiques, y compris l'inflation ou l'hyperinflation, contribuent pour beaucoup à l'insécurité alimentaire dans certaines parties du monde. Et quand on parle de facteurs économiques, il faut savoir qu'il y a aussi un certain nombre de pays qui dépensent plus pour le service de leurs dettes que pour les services sociaux et les investissements dans l'agriculture. Et les taux d'intérêt ont été très élevés au cours des dernières années. Et la dette est aussi un phénomène qui empêche les investissements nécessaires pour renforcer les systèmes alimentaires et sortir de la situation que je vous décris, notamment dans des pays d'Afrique australe. On a aussi des pays d'Amérique latine qui sont exposés à ce phénomène. Je voudrais continuer sur des thèmes qu'on a entendus dans l'actualité, puisqu'on parle de facteurs économiques. Et au Canada, je pense qu'on est en pleine guerre commerciale avec les États-Unis actuellement, avec des impacts sur les entreprises canadiennes et sur les familles et les individus au Canada. Il faut savoir que cette guerre commerciale pourrait aussi avoir un impact sur les personnes les plus démunies de par le monde et précipiter des personnes qui étaient en dehors de l'insécurité alimentaire dans une situation d'insécurité alimentaire. C'est quelque chose qu'on avait vu en 2009 au moment de la grande crise mondiale précédente. Il y a des industries qui ont arrêté de fonctionner, des chaînes de valeur agricoles internationales qui se sont effondrées et qui ont provoqué une augmentation de la vulnérabilité. Donc le message que j'ai pour vous, c'est que tout ce qui se dit actuellement sur les droits de douane pourrait avoir un impact. Donc, on a des droits de douane réciproques jusqu'à 50% sur certains pays. Et on a certains pays qui sont très dépendants vis-à-vis du commerce, vis-à-vis des États-Unis, notamment le Vietnam, le Cambodge, le Nicaragua, la Jordanie, qui, eux, ont des vulnérabilités et qui pourraient être exacerbées par la guerre commerciale qui se dessine actuellement. Il y a aussi des coupes budgétaires, des coupes dans l'assistance internationale. Et là, je voudrais être clair, c'est pas uniquement les États-Unis. On a beaucoup entendu dans les médias que les États-Unis avaient réduit leur assistance internationale, mais un grand nombre de pays ont réduit leur assistance internationale. On a des réductions de l'assistance internationale qui vont de 20 à 40% pour un grand nombre de pays partenaires du PAM. Je n'ai pas la statistique exacte pour le Canada en tête, mais peut-être que quelqu'un dans l'assistance pourra m'aider avec cela. Mais le PAM, par exemple, tire pratiquement plus que 40% de ses ressources des États-Unis. Et la chute de cette aide internationale aura un impact sur les populations vulnérables de certains pays. Alors, notamment, on a une forte dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère et de celle qui vient des États-Unis ou de donateurs qui coupent l'assistance en Syrie, en Somalie, au Yémen, en Afghanistan et au Soudan du Sud. Et vous comprendrez que ce sont des pays que j'ai cités tantôt comme étant des pays particulièrement exposés à l'insécurité alimentaire aiguë. Donc, c'est des pays très vulnérables qui subiront le contre-coup de ces réductions de l'assistance.
Les premières analyses que nous faisons au niveau du PAM nous font craindre qu'on a des populations qui sont en situation d'IPC3, donc de crise, déjà de crise alimentaire, qui tomberont dans une situation d'urgence alimentaire à cause de ces réductions de l'assistance. Il y a évidemment des vulnérabilités qui existent, qui sont déjà là. Je vous ai parlé des problèmes de la dette, des problèmes macroéconomiques que connaissent certains pays. Donc, le tableau international n'est pas favorable et pourrait exacerber les vulnérabilités à l'avenir. On continue sur les causes de l'insécurité alimentaire. On vient de parler d'économie pendant quelques minutes. On va parler de climat. Et pour la fréquence des chocs climatiques s'est accélérée. C'est une des raisons pour lesquelles on constate plus de risques. Entre 64 et 83, 76 catastrophes liées au climat chaque année, 225 entre 84 et 2003, et puis entre 2004 et 2023, vous voyez que nous sommes à 339 catastrophes liées au climat chaque année. Et la dernière fois qu'on avait mesuré, on n'a pas encore actualisé cette diapositive avec les statistiques de 2024. L'an dernier, c'était 363 catastrophes climatiques. Et quand on pense aux catastrophes climatiques, elles deviennent malheureusement récurrentes et j'ai l'impression qu'on est devenu habitué à des catastrophes climatiques, à ce qu'il y ait tout d'un coup des pluies inattendues qui emportent des infrastructures, qu'il y ait des cyclones qui s'abattent. C'est quelque chose qui est devenu beaucoup moins choquant actuellement. Je peux vous dire qu'il y a quelques années, quand il y avait une tempête tropicale ou un cyclone qui affectait un pays, il y avait tout de suite une mobilisation très large. J'ai l'impression qu'on est devenu habitué. Et mes collègues responsables de la mobilisation des fonds au niveau du PAM me disent qu'il n'y a plus la même réaction d'effroi et de solidarité qu'il y avait avant par rapport aux catastrophes climatiques. Et j'ai l'impression qu'on s'habitue à un niveau de risque qui est plus élevé. Évidemment, la catastrophe climatique, ça a des impacts sur l'agriculture, sur les moyens d'existence, sur les chaînes d'approvisionnement, sur les marchés. Et donc, ce n'est pas à sous-estimer comme risque futur qui pourrait d'ailleurs créer des crises, ce qu'on appelle dans le milieu des polycrises. On a des aspects climatiques, des aspects politiques, des aspects économiques, des aspects sécuritaires. Et quelque part, l'une des raisons pour lesquelles on a sans doute eu du mal à répondre à la croissance de l'insécurité alimentaire, c'est que c'est devenu un phénomène très complexe dans le monde dans lequel nous vivons. Je vais conclure avec la présentation de deux cas pour illustrer comment l'insécurité alimentaire peut se décliner au niveau national, parce que quelque part, la faim dans le monde, c'est une abstraction, mais ce n'est rien d'autre que la faim au niveau local, juxtaposée et amalgamée au niveau global. Et je voudrais vous présenter les analyses qui sont disponibles pour deux crises actuelles, et j'espère qu'elles seront parlantes pour vous qui m'écoutez. Et donc, au niveau de la République démocratique du Congo, il y a actuellement une situation alors de vulnérabilité importante à la base. Il y a au Congo depuis de longues années beaucoup de personnes qui se trouvent dans une situation de crise. Et ça, c'est ce que vous voyez en orange dans la carte. Mais depuis la fin de l'année dernière, il y a l'accélération du conflit en RDC. Vous avez sans doute entendu parler de l'avancée d'un groupe armé qu'on appelle le M23 dans l'Est. Et ce mouvement a créé des déplacements importants. Et donc, je vous disais que le conflit est la première cause d'insécurité alimentaire dans le monde. Dans le cas spécifique de la RDC, ça a créé une augmentation de l'effectif de personnes en IPC4. Et donc, on est arrivé à plus que 738 000 de personnes déplacées. Et donc, il y avait déjà plus que 500 000 réfugiés et pratiquement 8 millions de personnes déplacées en janvier. Mais il y a eu une augmentation de ce déplacement. Et 3 millions de personnes, plus de 3 millions de personnes ont été déplacées depuis l'escalade du conflit. Et donc, vous voyez sur la carte, en rouge, dans l'est de la RDC, représenté, vous voyez les petites tentes. Ça, c'est le protocole cartographique qu'on utilise pour expliquer qu'il y a des populations déplacées dans l'est de la RDC qui sont en urgence alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut apporter
une assistance pour éviter une surmortalité au niveau de cette population, car les indicateurs sont déjà très mauvais. On a aussi, une fois de plus, une polycrise, puisqu'il y a dans la même zone des facteurs très inquiétants au niveau de la santé publique. Et on a aussi un impact sur le système de santé local à cause de la réduction de l'assistance internationale à l'est de la RDC. La RDC est, depuis que je suis au Programme alimentaire mondial et j'ai commencé en 2001, ça a toujours été un pays avec une crise, mais alors une crise qui est prolongée et qui s'aggrave de temps à autre. Et là, on fait face à une augmentation plutôt sévère des besoins dans l'est du pays. Je vais vous présenter aussi une deuxième crise qui est celle du Soudan. C'est un pays où il y a une famine actuellement. Il y a une famine qui avait été confirmée au mois d'août 2024. Et il y a eu des données qui ont commencé à démontrer qu'il y avait des taux de malnutrition extrêmement élevés chez les enfants. On déclare une famine quand il y a plus que 30% des enfants en situation de malnutrition aiguë. Et quand on franchit certains taux de mortalité pour les enfants et pour les adultes. Dans le cas du Soudan, tout le défi est de pouvoir collecter des données dans un contexte de guerre. C'est très, très compliqué de pouvoir collecter de la donnée quand il y a des combats, quand il y a des populations en mouvement, mais on arrive à le faire. On n'arrive peut-être pas à collecter tous les indicateurs, mais il y a des partenaires sur le terrain, et je voudrais vraiment rendre hommage aux partenaires souvent locaux des Nations Unies sur le terrain qui vont collecter des données sur la sécurité alimentaire et sur la malnutrition dans des endroits comme l'ouest du Soudan ou comme le sud du Soudan où il y a très peu d'accès et qui ont permis aux experts de confirmer qu'il y avait une famine dans certaines zones du Soudan. Alors quand je dis famine au Soudan, on va regarder la carte, vous avez des zones du Soudan qui sont en pourpre. Ce sont ces zones-là qui ont été déclarées comme étant exposées à une famine. Ça a commencé en août 2024 dans un camp de réfugiés, enfin de déplacés, excusez-moi, qui se trouve ici, qui s'appelle à côté d'El Fasher, qui s'appelle Zamzam. 5 nouvelles zones avaient été déterminées comme étant probablement en famine en décembre 2024. La projection était que 5 zones additionnelles seraient projetées en famine et avec un risque pour 17 autres zones. Donc, c'est une famine qui s'aggrave. Il faut savoir que les chiffres au Soudan sont énormes car on parle de 8 millions de personnes en IPC 4, plus que 700 000 personnes en IPC 5. Et donc, ça, c'est le seul Soudan compte pour à peu près le tiers des personnes en IPC 5 dans le monde entier. Et donc, c'est une situation qui est très grave. On pense que la famine continue au Soudan et on continue à faire tout ce que l'on peut pour pouvoir collecter de la donnée et pouvoir apporter des éléments aux personnes qui prennent les décisions relatives à la réponse. Je vais essayer de conclure et repasser la parole à Élie et au groupe, mais pour vous dire que cette situation d'insécurité alimentaire aiguë, elle s'aggrave. Les preuves qu'on a montrent qu'elle est en augmentation, notamment à cause des conflits au cours des dernières années. Le conflit est la cause principale. Les facteurs sur le terrain me rendent pessimiste sur les tendances de cette insécurité alimentaire à l'avenir. On a parlé de ces tendances en termes de géopolitique, en termes de facteurs économiques et aussi de facteurs climatiques. Donc, s'il n'y a pas d'efforts additionnels, je ne vois pas comment on pourrait s'attendre à une amélioration de ces niveaux d'insécurité alimentaire dans les années à venir. Et donc, la recommandation, au moins pour nous, et je ne vais pas faire de grandes recommandations mondiales aujourd'hui devant vous, je vais m'abstenir. Mais ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de bien suivre ces problèmes. Alors, je vous rappelle, je suis le directeur de l'analyse de la sécurité alimentaire au niveau du Programme alimentaire mondial. On a besoin de correctement suivre ces questions, comprendre ce qui se passe et de pouvoir faire en sorte que le peu de ressources qui nous restent soient utilisées de la façon la plus efficace et pour pouvoir prévenir le pire dans des pays comme le Soudan et comme la RDC que je viens de vous présenter. Donc, je vais rendre la parole à Élie et je suis disponible pour répondre à vos questions. À toi, Élie. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Jean-Martin. Merci pour cette présentation. Effectivement, les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est sûr que c'est très préoccupant en termes de situation, tant au niveau mondial que dans plusieurs pays à travers le monde.
Alors, donc, c'est ça. On va aller tranquillement dans la deuxième partie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent lever la main, poser leurs questions. Sinon, j'ai une question ici. Quelqu'un qui m'a posé une question ici. En considérant le cas de Haïti, Jean Martin, c'est que tu as fait quelques années en Haïti comme directeur pays. Alors, il dit, vous mentionnez plutôt que la famine représente le stade le plus extrême de l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, j'aimerais savoir sous quelles conditions quelles sont les stratégies les plus efficaces à court terme pour prévenir la bascule vers la famine dans les zones à risque élevé. Donc, Elie, je vais répondre à cette première question. Pour les stratégies à court terme, en fait, j'ai envie de répondre à la question en disant qu'il faut des stratégies de long terme pour éviter la famine. Les stratégies de court terme sont toujours les plus mauvaises parce qu'elles coûtent très cher. Elles sont les plus difficiles. C'est là où il y a le plus de risques, y compris pour les populations dans le besoin. Quand on arrive à un stade de famine, c'est que beaucoup de choses se sont mal passées et on a tendance à dire que quand il y a une famine, ça veut dire qu'il y a une faillite globale du secteur dans lequel nous travaillons. C'est-à-dire que nous n'avons pas répondu nous n'avons pas été à la hauteur quelque part quand il y a une famine. Et donc, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est quand on est dans un contexte où il pourrait y avoir une famine, où il y a un risque de famine. Et j'ai mentionné certains pays très vulnérables. Alors, il y a en ce moment Haïti, le Soudan, Sud-Soudan. Le Mali a eu récemment des personnes dans l'équivalent de l'IPC5. Il y a la Somalie avait aussi un risque assez élevé. Dans ces pays-là, il faut pouvoir avoir une stratégie de prévention de la famine. Il faut pouvoir prévenir, c'est-à-dire s'assurer à ce qu'il y ait des moyens de production qui puissent continuer à être mis en œuvre, y compris de production alimentaire, y compris en plein milieu d'une crise grave. C'est important d'avoir au niveau local des moyens d'apporter une alimentation sans avoir à recourir à des chaînes d'approvisionnement à long terme. En Haïti, on avait fortement localisé nos chaînes d'approvisionnement grâce d'ailleurs à l'aide du Canada. Ça avait permis au programme alimentaire de continuer à fonctionner, y compris dans une crise où le port était fermé, l'aéroport était fermé, les routes étaient contrôlées par des criminels. Et il s'agit donc d'avoir en amont des stratégies qui permettent de continuer l'assistance et de voir venir. Une famine, elle vient rarement par surprise, je dois vous dire. On a souvent des signes avant-coureurs, on a souvent un niveau de base de vulnérabilité qui est là. Et ça intervient souvent après quelques années de problèmes. La famine en Somalie en 2012, c'était après plusieurs saisons manquées. Il y a 2 saisons en Somalie. Donc, on en manque une avec une sécheresse, une deuxième sécheresse, une troisième sécheresse. Et c'est peut-être après la 5e ou la 6e qu'on commence à avoir une famine. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir bien comprendre son contexte et essayer de développer des interventions adaptées à ce contexte pour prévenir la famine. Alors, pour répondre au court terme, qu'est-ce qu'on peut faire quand voilà, on a été pris de court, on ne s'est pas préparé et il y a une famine qui est là. C'est une stratégie qui doit être surtout liée à l'accès. L'accès est le principal problème des organisations humanitaires dans des situations de famine, parce qu'une famine, c'est presque toujours quand il y a des combats. Et de pouvoir avoir l'accès à la population vulnérable, c'est le premier enjeu. Et il faut que les organisations humanitaires, locales comme internationales, puissent garantir un accès continu aux populations dans le besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est très risqué, qui est très compliqué, qui est politiquement sensible, mais qui est essentiel dans une situation de famine. Merci, merci Jean-Martin pour ces éléments de réponse-là. Je ne sais pas si à main levée, vous voulez poser votre question, réagir, interagir. Okay. Annie, après Sylvie. Merci, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai trouvée particulièrement marquante. Puis, j'ai été marquée aussi par le passage où vous avez parlé. Je voulais m'assurer que j'avais bien compris aussi là, que vous avez parlé qu'il y avait comme une espèce de peut-être de désensibilisation un peu euh, des parties prenantes potentielles qui pourraient peut-être contribuer à du financement, par exemple.
Alors qu'en même temps, on voyait bien avec vos statistiques euh, qu'il y avait de plus en plus, par exemple, de catastrophes climatiques et on aurait pu penser ainsi que, eh bien, peut-être que de plus en plus de pays où, globalement, qu'on pourrait se sentir touché, où tout le monde pourrait comprendre collectivement que ça peut arriver à tous, euh, mais que malgré tout, vous constatiez une certaine désensibilisation. Je trouve ça quand même assez marquant, puis je vais m'assurer que c'était bien, que c'était bien ce que j'avais compris. Puis, euh, avez-vous des pistes de réflexion à cet égard-là aussi? Alors, Merci, Annie. Annie, ah, Élie, Oui, on prend deux questions ou je réponds tout de suite, Oui, Élie, comment est-ce qu'on oui, je fait? pense. Oui, oui, je te laisse répondre à ça. D'accord. En fait, Annie, c'est peut-être la partie la moins scientifique de tout l'exposé, ce que j'ai dit au sujet de la désensibilisation, mais c'est peut-être quelque chose à explorer. Moi, je vais vous dire, j'ai aussi vu la désensibilisation dans le cas d'Haïti. J'ai eu, dans beaucoup de cas, beaucoup de mal avec les donateurs pour leur expliquer qu'il y avait un problème en Haïti. Et quand j'étais arrivé en Haïti en 2022, j'entendais des donateurs dire c'est un puits sans fond, il n'y a pas de solution ici, on a trop donné, encore à Haïti. Et malheureusement, il y a eu en fin 2022 une grande crise avec les pièges les plus importants depuis 1986 et le départ des Duvaliers. Il y a eu le choléra qui est revenu en Haïti, une situation où on avait les IPC5 et une conflagration de violence à Port-au-Prince en fin d'année. Et puis c'est uniquement à ce moment-là que finalement on a été désensibilisé. Et l'analyse que je fais, c'est que pendant des années, les statistiques d'insécurité alimentaire augmentaient petit à petit. Il faut dire qu'en Haïti, en 2016, il y avait zéro insécurité alimentaire jusqu'à ce qu'il y ait l'ouragan Matthew. 1 million. On est arrivé à 1 million après l'ouragan Matthew. Les chiffres sont montés peut-être à 2 millions au moment il y avait eu un premier pays lock les années qui ont suivi, puis il y a eu la pandémie, on est arrivé vers les 3 millions et quelques, on est arrivé à 4 millions en 2021. Et on est arrivé, là, actuellement, on est à 5 millions, mais le problème, c'est que ces augmentations se sont faites au goutte à goutte. Il n'y a jamais eu de grand moment où tout d'un coup, enfin, où il n'y avait pas d'insécurité alimentaire et tout de suite, il y a eu 4 millions d'insécurité alimentaire. Ça n'a pas été ça, ça a été petit à petit. Et il y a quelque part quelque chose qu'on entend, et on m'a dit que c'est pas vrai, mais on m'a dit que si on met une grenouille dans l'eau froide, elle se laisse bouillir si on augmente le feu. Bon, on m'a dit que c'est pas vrai. Mais je pense que pour l'opinion, il y a peut-être eu un phénomène comme cela. Pour les donateurs, il y a peut-être eu quelque chose comme cela. Et ce que mes collègues me disent, c'est en cas de catastrophe climatique, il y a moins de mobilisation des donateurs quand il y a tout d'un coup un cyclone qui passe et qui fait des ravages. C'est plus difficile de mobiliser les gens. Et donc, il y a une certaine démobilisation. On parle de fatigue des donateurs. Moi, je vous inviterais à peut-être travailler sur cela. S'il y a des élèves dans cette conférence qui aimeraient peut-être creuser ce sujet, moi, je serais ravi de savoir ce que vous découvrez. Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti personnellement dans le poste que j'occupe actuellement, mais aussi quand j'étais en Haïti. merci beaucoup pour vos réflexions. Merci, Jean-Martin. Sylvie? Oui, merci. Merci pour la présentation. C'est vraiment éclairant. Euh, juste pour faire du pouce sur l'intervention précédente, aux questions de la mobilisation, l'être humain est mobilisé quand ça frappe son imaginaire. Et comme il y a de plus en plus d'effets négatifs ou de catastrophes naturelles, ben, l'imaginaire, il est plus choqué comme il était, là. C'est presque une habitude. Alors, on réagit comme humain, on réagit moins quand ça commence à être plus habituel. Ma question, vous avez parlé, bon, le palme, je suis certaine que le palme est en Haïti depuis longtemps, en RDC depuis longtemps aussi. Mais vous avez mentionné qu'il y a une diminution du financement. Surtout, je m'en doutais, mais je n'étais pas consciente vraiment que 40% du financement vient des États-Unis.
Et là, on sait ce qui se passe et il y a d'autres pays qui suivent aussi. Si le financement diminue puis les besoins augmentent, comment concrètement le, le- comment concrètement vous gérez ces questions-là alors que là, si on regarde ce qui se passe en RDC, qu'il y a une augmentation des besoins. Est-ce que vous allez aller davantage là, puis qu'il y a des pays où vous étiez qui ne seront plus là? Comment vous gérez la priorisation des pays dans des situations comme celle-là? Merci Sylvie. Donc, pour cette question, elle est très à propos. Ça a été le grand sujet au niveau de la communauté humanitaire au cours des 2 dernières années, au cours de la baisse de ces financements. C'est comment prioriser. Donc, il y a 2 choses qu'on peut faire. C'est soit réduire les rations, réduire l'assistance par personne, ou alors on réduit le nombre de bénéficiaires. Ce que le PAM a eu tendance à faire au cours des 2 dernières années, ça a été surtout de réduire les rations. Et c'est pour cela que vous aviez sur une de mes diapositives quand même 122 millions de personnes servies, alors que les budgets étaient revenus à des niveaux qui correspondaient dans le passé à une ration plus importante. Donc on a commencé par réduire les rations. Et après, il y a un moment où on est obligé de réduire le nombre de personnes qui sont assistées. Donc, on joue sur les deux tableaux, tout en sachant que le plus important pour nous, c'est quand même d'apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables, d'accorder une assistance aux personnes qui sont les plus à risque. Il faut savoir que le PAM est une organisation qui est financée volontairement. Et les financements que nous recevons sont orientés vers certains pays et certaines activités. Quand j'étais en Haïti, les financements que je recevais étaient à 95% des financements dirigés vers Haïti. Ce n'étaient pas des financements multilatéraux, donc sans étiquette, qui étaient reçus par le PAM à Rome et l'argent était ensuite redispatché vers Haïti ou vers tel autre pays. Donc les contributions sont dirigées. Et quand on a une réduction des financements, c'est aussi parce que les donateurs eux-mêmes priorisent certaines crises par rapport à d'autres. Actuellement, il y a de grands déficits de financement au niveau du Yémen, qui est une crise très grave depuis une dizaine d'années. C'est parce que certains donateurs ont trouvé très difficile de travailler au Yémen et préfèrent orienter leurs ressources autre part. Et donc, ce n'est pas la décision donc, ne vient pas du seul PAM. Ce qui se passe actuellement au niveau du monde humanitaire, c'est une reconcentration des efforts humanitaires sur une vingtaine de pays. Les coordinations humanitaires étaient en place dans une trentaine de pays. C'est uniquement dans une vingtaine de pays actuellement. Et cela, ça traduit la volonté du système humanitaire de se concentrer sur les besoins les plus urgents. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à une réduction des bénéficiaires, une réduction des rations et aussi une concentration de la présence humanitaire sur certaines crises bien précises. Est-ce que c'est difficile d'avoir là, vous avez parlé de partenaires locaux. Est-ce que c'est de plus en plus difficile ou l'inverse d'avoir des partenaires locaux pour vous assister dans vos interventions? Alors, pour le PAM, il est essentiel de travailler avec des partenaires locaux. Quand j'étais en Haïti, les 2/3 des produits distribués par le PAM l'étaient par l'intermédiaire des partenaires locaux. Et ça entre dans ce qu'on appelle la localisation dans notre jargon. Et donc, ces partenaires locaux sont essentiels, notamment pour l'acceptance, ce qui est essentiel dans une situation de conflit. Et c'est essentiel dans une situation de violence. Et donc, en Haïti, ce que l'on faisait, c'était acheter localement. Je vous ai parlé du raccourcissement de notre chaîne d'approvisionnement et on travaillait avec plusieurs centaines d'organisations paysannes qui livraient les écoles en produits alimentaires. Et c'était donc des produits semés, produits cultivés, récoltés en Haïti. Et de pouvoir travailler avec ce genre de partenaires nous assurait de pouvoir justement assurer notre accès dans une situation critique. Et donc, les partenaires sont là
Et c'est d'ailleurs une priorité du PAM et des autres agences humanitaires de pouvoir travailler autant que possible avec les partenaires locaux. On sait que les coupes budgétaires les impactent aussi. Le PAM, c'était à son pic 14 milliards de dollars des États-Unis. L'année dernière, 10 milliards de dollars des États-Unis. Cette année, peut-être 6,5 si tout se passe comme on pense. Nous avons quelque part les reins solides. Je parle du PAM. Les organisations plus petites n'ont pas les reins aussi solides. Et elles courent beaucoup plus de risques quand un contrat est annulé, quand il y a moins de ressources. Ce sont ces organisations-là qui doivent, qui ne peuvent pas garder leur staff, leur équipement, leur présence sur le terrain. Et donc, elles sont évidemment beaucoup plus impactées, beaucoup plus vite par cette situation. Merci. Merci Jean-Martin, merci Sylvie. C'est Anaja, c'est ça? Ok, Anaja, vas-y. Bonjour et merci à vous, Monsieur Martin, et merci avec notre directeur Élie, donc pour cette belle présentation. Donc, alors moi, je suis haïtien à la base, donc c'est quelque chose qui me concerne grandement. Euh, et l'un des points importants dans les interventions de PAM en Haïti, donc le fait que le PAM utilise des acteurs locaux, donc ça fait quand même tourner un peu l'économie locale. Donc c'est un point assez important. Mais j'aimerais savoir, est-ce que dans la politique de PAM, est-ce qu'il n'y a pas comme des moyens de contourner, ou du moins, est-ce qu'il y a seulement des interventions contre les problèmes de famille, ou du moins, est-ce qu'il n'y a pas un programme pour aider à combattre, donc, à prévenir, je dirais, donc, la faim, l'insécurité alimentaire dans les zones concernées? Est-ce qu'en gros, il y a comme des activités de développement De développement, oui, comme de prévention de l'insécurité alimentaire. Donc, si on reste, pour moi, si on reste seulement à guérir, à faire des interventions comme, je dirais, à donner des choses quand on en a besoin, donc ça reste à tourner. Est-ce que PAM peut prévoir des interventions pour prévenir l'insécurité alimentaire aussi? Merci Anaja. Jean-Martin. Merci Elie. C'est exactement ce que j'essayais de transmettre comme message, c'est que c'est trop tard quand on arrive au niveau de l'insécurité alimentaire aiguë et du risque de famine. La sécurité alimentaire est un problème en entier qui est complexe et qui commence justement par des problèmes au niveau des capacités productives au niveau local, au niveau du tissu social. Il faut pouvoir travailler là-dessus pour pouvoir sortir de l'insécurité alimentaire aiguë. Et donc, ce que le PAM faisait en Haïti, c'était avoir une stratégie qui était équilibrée entre urgence et résilience. On ne s'avançait pas au niveau du PAM pour dire qu'on faisait du développement en Haïti. On essayait de renforcer la résilience du pays parce que c'est un pays qui faisait face à de multiples chocs. Alors, on peut parler dans le cas d'Haïti d'une polycrise, puisqu'il y avait une crise sécuritaire, il y avait une crise économique avec énormément d'inflation et d'évaluation de la monnaie. Il y avait des problèmes au niveau d'une sécheresse pluriannuelle qui affectait de grandes parties du pays. Et donc, vraiment, cette crise, elle ne pouvait pas être résolue avec des transferts d'urgence. Et dans la stratégie pour le PAM en Haïti qui a été présentée au conseil d'administration fin 2023, on a essayé de parler d'un mouvement, et le ministre des Affaires sociales d'Haïti était là, et on a parlé de transition d'humanitaire vers la protection sociale. C'est important d'avoir quelque chose de plus sophistiqué qu'une seule intervention humanitaire d'urgence. Et ça veut dire, bon, la protection sociale fait partie de cela. Le programme qu'on a présenté pour Haïti était à 2/3 en transfert monétaire. Au début des interventions internationales en Haïti pour appuyer la sécurité alimentaire, c'était des bateaux de riz qui venaient des États-Unis. On a, je vous répète, 2/3 de transferts monétaires en Haïti. Et ces transferts monétaires sont très bénéfiques pour l'économie locale.
Le montant de transfert monétaire la dernière année où j'étais là-bas, c'était 80 millions de dollars des États-Unis transférés en espèces aux bénéficiaires de ces programmes sociaux. Et ça a des retombées énormes sur les opérateurs, sur les personnes qui vendent les produits alimentaires, sur les Madansara, sur les marchés. Et donc ça permet une intervention qui est un peu plus durable puisqu'elle se fait par l'intermédiaire du tissu économique local. Et il y a eu toutes les interventions de résilience. Alors, la dernière année où j'étais en Haïti, on avait planté 500 000 arbres dans le pays. On avait fait à peu près une centaine de kilomètres de pistes rurales. J'avais visité des projets où on appuyait l'irrigation. On a appuyé des riziculteurs dans le pays, y compris dans le nord-est, pour améliorer leur production et la rendre plus... pour la sécuriser dans un contexte de changement climatique. Et donc, toutes ces interventions du PAM ont été conçues pour pouvoir permettre de réduire ces besoins humanitaires et réduire cette insécurité alimentaire à long terme. Et je vous ai parlé du programme de cantine scolaire. Et là, on a, en travaillant sur l'approvisionnement local, on a eu des effets très importants pour les organisations paysannes qui participaient à l'approvisionnement des écoles. Ces organisations paysannes ont obtenu des renforcements de capacité en matière de stockage, de transformation des produits alimentaires, en matière de gestion. Et je peux vous dire tout ce qu'on faisait il y a 5 ans en Haïti avec des bateaux qui venaient de l'outre-mer et des camions et des avions. Ce sont des organisations paysannes qui assurent cette chaîne d'approvisionnement actuellement. Et les volumes sont tels qu'on a fait une étude avec le CELAC, donc le Centre économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui a démontré qu'au niveau d'activité qu'on avait en 2023, il y avait plus que 5000 hectares de terre en Haïti qui étaient cultivés juste pour les cantines scolaires du pays. Alors que c'est un pays où il y a un grand problème de déprise agricole. On a pu continuer l'agriculture dans 5000 hectares. 5000 hectares de terre, c'est la taille de l'île de Saint-Martin. Enfin, dans les Caraïbes, c'est pas rien, 5000 hectares. Ça peut être petit pour le Canada. Mais dans les Caraïbes, c'est beaucoup. Et donc, ces programmes-là ont vraiment réussi à stabiliser ces producteurs en créant de l'emploi, en créant un marché. Et j'avais visité une de ces coopératives qui travaillent avec nous depuis longtemps et elles ont la moitié de leurs clients, ce n'est pas le PAM, ce sont des clients locaux. Ils diversifient leur activité pour aussi approvisionner les personnes qui font de l'élevage ou alors des clients dans leur zone à eux. Et c'est comme cela qu'on a une intervention qui est plus durable. La seule urgence n'a pas vraiment de sens. Il faut pouvoir aussi répondre aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Et il faut aussi savoir qu'en situation d'urgence, on peut répondre aux urgences en s'appuyant sur les producteurs locaux. On l'a fait en Haïti. On a distribué à Port-au-Prince des plats faits à partir de produits 100% pays parce qu'on ne pouvait pas faire autrement au plus fort des pays LOC, parce que le port est fermé, parce que l'aéroport est fermé. On ne peut pas faire venir les avions cargo. Et donc, c'était du sorgho, du piti meal qui a été distribué aux personnes déplacées de Port-au-Prince et dans les écoles du pays parce que c'était la seule solution et c'était une solution locale qui permet elle-même de renforcer ces systèmes alimentaires tant mis à mal. Solution locale. Bon. Merci Jean-Martin. Afifa? Oui, moi j'avais 2 questions. En fait, Monsieur Bauer, vous avez mentionné que depuis 2022, le financement, je pense que vous parliez du PAM, que le financement a diminué. Je veux savoir pourquoi, alors que les besoins ont augmenté, mais le financement a diminué, ce que vous avez mentionné. Je veux savoir pourquoi, est-ce que vous avez des éléments du pourquoi cela arrive. Ma deuxième question est... on a mentionné que parmi les causes de l'insécurité alimentaire, parmi les facteurs, c'est les crises politiques. Et je me demande, là où il y a la guerre, il y a la faim, mais aussi là où il y a la faim, il y a la guerre. Est-ce qu'on peut s'attendre que les années à venir, il y aura des crises, il y aura des crises comme ça à cause de la famine? Merci. Merci, Afifa. Alors, sur cette question, j'aimerais dire ce qui s'est passé après 2022, ou peut-être en 2022, ou je devrais commencer en 2020, c'est qu'il y a eu des financements supplémentaires importants pour répondre aux conséquences de la pandémie.
C'était des financements qui n'existaient pas avant, qui ont été déclenchés en 2020 et qui ont permis aux agences comme le PAM de faire beaucoup plus pour répondre à l'augmentation de l'insécurité alimentaire qui avait été provoquée par la pandémie. Il y a eu en 2022 cette guerre en Ukraine qui a provoqué une hausse phénoménale des prix alimentaires dans le monde. Il y a là aussi eu des ressources supplémentaires allouées à la communauté humanitaire pour répondre à ces besoins. Et ce qui s'est passé à partir de 2023, c'est un retour vers les niveaux d'avant. Et le problème, c'est que le niveau d'avant, il ne répond plus aux besoins qui sont actuellement sur le terrain. Et donc, les parlements du monde entier ont adopté en 2020 et en 2022 des lois et sécurisé des budgets qui ont permis aux humanitaires de faire plus pendant une période où les besoins avaient augmenté. Mais l'expiration de cette législation a fait que nous nous trouvons maintenant avec moins de ressources. Et donc, le plaidoyer que nous faisons, c'est pour essayer de voir comment continuer le combat contre l'insécurité alimentaire qui, elle, n'est pas revenue au niveau de 2019, mais qui, elle, restait très élevée. Et effectivement, c'est très bien dit à FIFA, là où il y a la guerre, il y a la faim, et là où il y a la faim, il y a la guerre. Et les deux, c'est comme un serpent qui se mord la queue, c'est un cercle vicieux. Je vais vous dire, en Haïti, il y avait dans la zone de l'Artibonite, qui est la grande zone risicole du pays, la plaine centrale du pays, des groupes armés qui se sont installés, qui ont causé une grande déprise de l'agriculture dans l'Artibonite, puisqu'il était trop dangereux pour les exploitants de se rendre sur leurs parcelles. Personne ne voulait se faire tirer dessus par des groupes armés ou par la police. Et donc, l'agriculture a été en forte déprise dans cette zone-là. Et il faut savoir que les Madansara, donc les femmes qui se rendent chez les agriculteurs et pour aller sur les marchés pour prendre les produits du cru, c'est souvent des femmes. D'ailleurs, c'est très intéressant dans le monde entier, c'est des femmes qui assurent ces métiers-là, y compris en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale où j'ai longtemps travaillé. Ces Madansara, elles ont arrêté de transporter les produits d'un marché, enfin des zones rurales vers les marchés parce que c'est trop dangereux. Enfin, elles se faisaient kidnapper, racketter, parfois pire. Et donc l'insécurité en Haïti a causé une déprise agricole, un effondrement du système alimentaire dans cette partie du pays. Mais il faut savoir que quand on est dans l'insécurité alimentaire, ça devient plus attractif peut-être de rejoindre un gang. Et il y a une étude là-dessus faite par la FAO et le PAM. Si j'arrive à trouver le lien, je le partagerai avec Elie pour qu'il vous le fasse suivre. C'est très intéressant de voir qu'il y a cette corrélation très étroite et ce fait qu'effectivement, on a un lien intime entre guerre et faim et entre faim et guerre. Tout à fait, tout à fait. Merci Jean-Martin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, réactions. Je vois Tanis qui est connecté. Diardé aussi bas. Je pense que c'est pas Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Tanis. Diardé. C'est qu'il y a Eve Califour aussi. Est-ce que vous voulez réagir? Salut, je veux vous saluer tout à fait, mais merci pour l'invitation pour PAM et c'était un grand plaisir d'entendre les questions. Et ce qui concerne au niveau des gens de la situation de malnutrition et de famine, je crois que Jean-Martin a bien communiqué, a bien dit tous nos concerns et c'est vrai, les donateurs donnent de l'argent, c'est de la volonté. Alors, ici au Canada, moi je suis basée au Canada et à Ottawa, les Canadiens continuent le support pour PAM à leur rassurer que le Canada continue. Il y a beaucoup de donateurs qui ont diminué leurs données, mais le Canada, ça continue. Alors, on dit des gros merci au Canada pour ça. Merci. Excellent. Merci, Tanis. Merci au Canada. Diardé, je ne sais pas si vous voulez réagir. Est-ce que vous m'entendez? Très bien.
D'accord. Bonjour ou bonsoir à tous. Merci pour cette session et merci aussi à Jean-Martin pour la brillante présentation. Donc, pour nous, je pense que vraiment pour tout ce qui est l'essentiel, donc pour me présenter déjà, je suis au bureau régional du PAM pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, je suis en charge des questions de food system, donc de système alimentaire, notamment l'accès au marché des petits producteurs. Donc, pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de pistes et beaucoup de réflexions que Jean-Martin a déjà partagées. Et je voulais juste peut-être mettre l'accent sur le fait et cette importance de dynamiser et d'injecter, de participer au développement de l'économie locale. Donc, on parle beaucoup de tout ce qui est homegrown school feeding, donc l'alimentation scolaire basée sur la production locale. Mais au-delà de ça aussi, l'idée, c'est au-delà même des programmes de cantines scolaires qui, dans certains pays, sont implémentés par le PAM ou par le gouvernement, c'est cette importance aussi pour nos opérations de pouvoir s'approvisionner localement. Et pour ça, comme vous le savez, on fait face aussi à beaucoup de défis en termes de production locale qui sont soit liés à la quantité, liés à la qualité. Quand on parle de quantité, il y a la question d'organisation des producteurs qui vient en jeu, la question d'inclusion financière des producteurs qui vient en jeu, la question des femmes. J'ai bien apprécié cet exemple de Jean-Martin sur ce rôle d'agrégation et de commercialisation qui est central pour lier les différents maillons de la chaîne de valeur que jouent les femmes dans plusieurs pays. Donc, c'est pour, encore une fois, mettre l'accent sur le fait que nous essayons de plus en plus, et surtout en Afrique de l'Ouest, de s'approvisionner localement pour les opérations du PAM. Mais cette dernière question, quand on parle des financements qui sont en train de devenir un peu moins importants, il y a aussi cette importance quand on réfléchit de penser à la durabilité des interventions. Par exemple, quand on pense au programme de cantine scolaire basé sur la production locale, comment on peut s'assurer si, par exemple, un gouvernement ne finance pas son programme de cantine scolaire et que des gouvernements, des bailleurs, des partenaires bilatéraux, multilatéraux ne financent pas le programme de cantine scolaire, on se retrouve avec des pays qui ne peuvent plus assurer ce programme de cantine scolaire. Donc, comment on peut le penser de façon durable? Comment on peut s'assurer qu'il y a une production et ce lien entre les producteurs et les écoles sans que le gouvernement puisse injecter des financements à long terme? Peut-être ça peut être un fonds d'amorçage soit des gouvernements, soit de bailleurs, mais qu'on pense vraiment à des systèmes de plus en plus durables. Et on voit certains exemples dans la région où, par exemple, je prends l'exemple de la Centrafrique, où on a une école qui a eu accès à une trentaine d'hectares. Et là, l'idée maintenant, c'est de produire sur cette trentaine d'hectares. À peu près 2 ou 3 hectares vont servir à l'approvisionnement de l'école, entre guillemets, je dis gratuitement, entre guillemets, parce que c'est vraiment géré par la communauté, et que le reste des superficies soit attribué aux marchés locaux, régionaux et autres. Et après, il y a toute cette question d'emploi des jeunes qui rentre en compte également, parce qu'on sait que majoritairement, ils se trouvent dans cette zone rurale. Tout à l'heure, on a parlé de cette corrélation entre faim et guerre, guerre et faim. Et il y a une autre corrélation aussi, pas une corrélation, peut-être ce serait un grand mot, mais dans certains pays de la région, où une étude du PNUD a montré que des jeunes qui viennent de certaines zones rurales, par manque d'opportunités d'emploi, par face à certaines crises d'insécurité alimentaire, se retrouvent à rejoindre des groupes armés. Donc, vous savez qu'il y a vraiment plusieurs liens qui peuvent être faits autour de cette question de système alimentaire, d'emploi des jeunes, d'éducation, d'alimentation scolaire, qui est très, très intéressant et que je trouve que peut-être nous avons la chance peut-être de voir au sein du PAM et même au plus près dans la région. Donc, peut-être je vais m'arrêter là pour l'instant. Et encore une fois, merci beaucoup, Jean-Martin, pour la présentation. Il est au siège. On n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup travailler ensemble, mais merci pour la présentation et merci à Élie. À vous. Merci Diadé, merci. Je ne sais pas si Eve voulait glisser un mot. On va tranquillement à la troisième phase. Oui. Oui, bonjour. Je peux saluer rapidement l'équipe. Je ne sais pas si vous pouvez bien m'entendre. Très bien. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai la chance de travailler avec Jean-Martin au siège en analyse de la sécurité alimentaire. Vous pouvez peut-être l'entendre par l'accent. Je viens de Québec moi-même. Mes parents ont fait l'Université Laval, ma sœur aussi. Donc, ça fait plaisir de voir l'intérêt des gens de Québec envers ce qu'on fait et envers les données qui ont été présentées. Voilà, c'est un petit mot, mais merci beaucoup pour l'invitation et au plaisir de retravailler avec vous. Merci beaucoup, Eve. Autre réaction?
Docteur Daoulo, je ne sais pas si vous voulez réagir. Sinon, j'ai deux personnes qui ont accepté de faire ressortir les messages clés. Docteur Da, vas-y, tu veux... Oui, Élie, merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas de mots particuliers, sinon j'ai suivi cette brillante présentation du directeur. C'était très intéressant. Ça nous permet d'avoir un aperçu aussi comment, en tant que chercheur, travailler pour apporter des solutions, voilà, dans ce sens-là. Merci bien. Merci. Excellent, excellent. Mais il y a un sujet de recherche que Jean-Martin a fait ressortir. La fatigue, c'est ça, hein, la fatigue des donateurs. Ça peut être intéressant de creuser là-dessus. Donc, c'est vraiment jeté à quoi. Je pense que Oui, ça a justement, je été crois lancé. que voilà, au niveau de la mobilisation des ressources au niveau mondial, international, ça devient de plus en plus compliqué, donc il faut mettre l'accent. Je crois que c'est Madame Banon qui a parlé de ça, mettre l'accent sur les ressources endogènes, les jardins scolaires et autres, la production locale. Je crois qu'au Burkina Faso, il y a une dynamique qui est déjà enclenchée, hein, sur la production au niveau local, même les personnes, comment on appelle, c'est d'avoir même des zones, voilà, les militaires, tout ça sont mis à contribution pour produire à un moment donné. On a mobilisé plusieurs personnes et je crois que dans la dynamique actuelle, avec l'initiative présidentielle sur l'agriculture, il y a des projets du genre. Voilà, en tout cas pour la production, accroître la production locale, et je crois que c'est quelque chose qui peut aider. Excellent, c'est bon. C'est ça. Regardez, je sais que tu as fait l'Université Laval. Merci de mentionner. On a eu des rencontres. C'est vraiment bien. Excellent. Sinon, je vais passer la parole à Grace, qui a complété le programme de maîtrise en sécurité alimentaire, la toute première cohorte. Et puis, à FIFA, qui est actuellement, c'est ça, elle vient de compléter la deuxième session. Donc, il reste encore 2 sessions en FIFA. Donc, une moitié de fait déjà. Je vous donne la parole. Oui, je pourrais commencer. Bonjour à tous, moi c'est Grace Marcel. Comme M. Elie l'a dit, j'ai complété la première session en sécurité, la première année, la première cohorte de la formation sécurité alimentaire à l'Université Laval. Là, je suis rendue maintenant dans Pointe-Saint-Charles, dans un quartier au niveau de Montréal, dans un organisme en sécurité alimentaire. Donc, nous œuvrons au niveau de notre quartier des solutions locales également, par l'utilisation de bons solidaires pour rejoindre les personnes qui sont en situation défavorisée à mieux se nourrir. Donc, c'est un peu ma bio, comme on peut le dire. Merci également à M. Jean-Martin pour sa belle intervention sur l'insécurité alimentaire aiguë. Il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs faits saillants qui m'ont beaucoup surprise. Et lorsque je fais un peu de corrélation entre au niveau national, même au niveau d'un quartier, on a quand même assez de similitudes, même au niveau international également. On peut dire aussi que ici, ce que j'ai mieux retenu, c'est vraiment les chocs économiques qui découlent souvent des conflits armés. Et cela découle également sur la difficulté de s'approvisionner en produits, que ce soit local ou encore en produits qui sont peut-être envoyés par des organismes pour l'aide alimentaire. Donc, ce sont des faits qui m'ont beaucoup touchée et également les catastrophes climatiques qui sont de plus en plus relayées comme catastrophes naturelles et qui sont de plus en plus compris comme étant des éléments qui sont naturels et souvent banalisés, mais qui ont un réel impact sur nos systèmes alimentaires présentement. Donc, je tiens encore à vous remercier pour votre belle intervention et je prends à cœur tout ce que vous avez donné comme explication et compréhension du sujet. Merci. Merci, Grace. Afifa? Oui, merci beaucoup, Monsieur Elie. Comme Monsieur Elie l'a présenté, je suis de la 4e cohorte en maîtrise en sécurité alimentaire. Merci, un grand merci également à Monsieur Bauer pour votre présentation. C'était vraiment riche et inspirante. C'était à la fois éclairant et profondément stimulant d'écouter cette analyse sur la dynamique actuelle de la sécurité alimentaire.
Bien sûr, au fil de la présentation, plusieurs éléments forts ont été soulignés. Tout d'abord, la définition même de l'insécurité alimentaire, que ce n'est pas simplement un déficit nutritionnel, mais c'est une situation extrême qui menace directement la vie humaine. C'est très fort. Deuxièmement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Monsieur Bauer l'a présenté qu'on est parti de 2019 à 135 millions de personnes en insécurité alimentaire dans 55 pays. Et en 2024, on est rendu à 343 dans 74 pays. C'est une progression alarmante qui montre à quel point cette crise s'étend en intensité, mais aussi en géographie. Plusieurs causes majeures ont été identifiées. Les conflits restent la première cause de cette insécurité alimentaire. Comme je disais tantôt, là où il y a la guerre, il y a la faim. Mais d'autres facteurs structurels aggravent la situation. Sur le plan économique, par exemple, de nombreux pays déjà en situation de vulnérabilité sont contraints à se consacrer une part énorme de leurs ressources au remboursement des dettes. C'est un fait qui est vraiment triste et cela les empêche d'investir dans l'agriculture, dans la production pour leur stabilité sur la sécurité alimentaire. À cela s'ajoute un recul inquiétant de l'assistance internationale dans un contexte où les besoins explosent, l'aide diminue, l'aide humanitaire, ce qui affaiblit considérablement les capacités des réponses humanitaires. Enfin, les chocs climatiques, comme Grace l'a mentionné, se multiplient et s'intensifient. Bien sûr, les sécheresses, les inondations, tout cela perturbe la production alimentaire. Donc, voilà, merci beaucoup à M. Elie, merci beaucoup à M. Bauer pour cette belle présentation. Merci. Merci Afifa, merci Grace, merci pour ces éléments-là. Et on a compris aussi le rôle de la direction de l'analyse de la sécurité alimentaire et nutritionnelle que Jean-Martin dirige, c'est vraiment suivre, comprendre et pour pouvoir aussi éclairer en termes de prise de décision au niveau de l'organisation. Alors, un grand merci. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir alors qu'on est en train de tranquillement finir la session. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Sinon, je voulais prendre le temps vraiment de remercier Jean-Martin. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous entendre à nouveau. Je pense que c'est assez riche et interpellant. Interpellant aussi, je pense que chaque personne qui a écouté cette présentation, qui a participé à cette discussion, va pouvoir jouer son rôle comme ambassadeur, ambassadrice, de pouvoir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire, beaucoup de travail à interpeller. C'est sûr que c'est un enjeu qui interpelle plus. Je pense que tu l'as mentionné aussi, Jean-Martin, où on est dans des situations de polycrise, donc des situations vraiment où il y a beaucoup de complexité. On continue à croire que lorsqu'on tombe dans, effectivement, dans tout ce qui est comme formation académique, ça va prendre plus d'une discipline. Donc, ça qui fait qu'on met beaucoup l'accent sur l'interdisciplinarité dans l'initiative Chantier d'avenir, en croyant que en ayant ces perspectives enrichissantes, diversifiées, ça permettra de mieux comprendre ces enjeux complexes et de pouvoir contribuer à notre manière à faire reculer l'insécurité alimentaire. Là, on a parlé beaucoup de l'insécurité alimentaire aiguë aujourd'hui. Donc, je pense que ça a été mentionné, le fait que ne voyez pas juste des chiffres, vous voyez des humains qui sont derrière ces chiffres-là. C'est quand même vraiment préoccupant lorsqu'on voit tous ces chiffres-là. Alors, sur ce, merci beaucoup. Merci. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble à réfléchir collectivement, à échanger pour pouvoir apporter des solutions locales, des solutions globales par rapport à tous ces enjeux-là qui sont définitivement interreliés. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc, pour ceux qui, ça fait 19h20, c'est à Rome, mais nous, on continue la journée. Donc, bon après-midi, les gens de Québec. Et en Afrique, c'est que tranquillement, c'est la fin de journée là-bas. Donc, restez à l'afflux. Au mois prochain, on va avoir aussi une autre midi-conférence. Je vous envoie les informations, soit par courriel, soit sur LinkedIn.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a, depuis la fin de semaine, on a comme une communauté en sécurité alimentaire qu'on a mis en place. Il y a plusieurs qui sont intégrés dans cette communauté où on parle de stratégie, d'initiative, d'opportunités aussi pour les étudiants. Donc, d'opportunités pour les jeunes, c'est qu'il y a plusieurs qui veulent entreprendre aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a la place pour tout le monde parce que les enjeux sont quand même de taille, en fait. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne suite et au plaisir de rester connecté. C'est pas Jean, Martin, tu voulais dire quelque chose? Alors qu'on termine. Merci à tous. Toujours un plaisir, Elie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci à vous. Bonne journée.